La grotte du Placard n'a pas toujours été connue sous ce nom. Au début, on l'appelait la grotte de Rochebertier et elle a été découverte, je le mets entre guillemets, il y avait un abri, par un libraire local de La Rochefoucauld qui s'appelait Fermont. La grotte a été pillée. Et ce n'est que dans les années 60, je crois que c'était en 63 ou 64, que l'abbé Roche a commencé à faire des fouilles avec l'Institut de paléontologie humaine. Et il a fait des fouilles sérieuses. Lui, il s'intéressait surtout aux moustériennes. Donc il a fouillé surtout à l'extérieur, parce que c'était ici, à l'extérieur où nous sommes, qu'il y avait un grand habitat néandertalien. Et il a fouillé un peu dans la grotte. Alors pour voir ce qu'il y avait dans la grotte, il a fait venir un bulldozer, il a sorti les déblais au bulldozer. Et après, il les a remis, vous voyez. Alors, à l'époque, tout le monde l'a félicité. Il a dit, c'est bien, comme ça, c'est propre, etc. Nous, quand on a repris les travaux, on a été catastrophés. Et puis, de nouveau, ça a été le pillage jusqu'à ce que Louis Duport découvre une paroi ornée avec son équipe, découvre l'entrée d'une galerie qui n'avait pas été fouillée et on nous demande à ce moment-là, on me demande, le ministère de la Culture, de prendre cela en charge et de faire une fouille avec les méthodes modernes. Et on a fait des tas de découvertes. On a trouvé évidemment des milliers de silex, mais surtout, on a trouvé des blocs gravés. Et on s'est aperçu que la grotte devait être entièrement décorée de gravures et de peintures. On a vérifié la stratigraphie, et les premiers, c'était des Néandertaliens. Une culture qu'on appelle le moustérien, et les Néandertaliens se sont établis surtout sur l'extérieur, sur le talus, et un peu dans la grotte, qui est évidemment complètement vide à ce moment-là, et grande. Et ça faisait un porche extraordinaire. Et alors ils se sont établis là, ils ont vécu pendant longtemps, des générations. Puis, il y a eu un vide. Pendant 20 000 ans, les gens ne sont pas revenus. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a eu peut-être des effondrements, etc. Mais enfin, dans les stratigraphies, ce n'est pas très apparent. Donc il y a eu un vide. Pendant 20 000 ans, il n'y a pas eu d'habitation. Et puis, des gens sont revenus, il y a à peu près entre 20 et 25 000 ans, qu'on appelle des solutréens. Et ils sont installés ici, et c'est certainement eux qui ont fait tous les dessins. Et après les solutréens, il y a eu les Magdaléniens. Et donc, ça a été habité en gros entre 25 000 et peut-être 12 à 14 000 avant nous. Ça a été un énorme habitat. Et après, il n'y a eu plus que quelques occupations sporadiques. Donc, nos travaux ont permis d'établir une bonne stratigraphie. Il y avait en tout 9,50 m d'épaisseur de couches archéologiques. Les couches archéologiques, ce sont les détritus des gens qui vivent là, qui jettent, qui font des feux, et petit à petit, il y a les parois qui s'effritent à certains moments, et petit à petit, il se constituent ces couches archéologiques. 9,50 m. Cette grotte du Placard était très ornée. Il devait y avoir des dessins, beaucoup plus de dessins qu'on ne l'imagine. Et ces dessins comportaient des gravures, des peintures au rouge. Alors, il a dû y en avoir beaucoup plus, parce qu'on en a trouvé des traces. Mais un grand abri comme celui-ci, qui est tout ouvert aux influences extérieures, la peinture a du mal à se conserver. La gravure se conserve beaucoup mieux. Et surtout, il y a ce qu'on appelle des signes géométriques. Et il y en a un qu'on a appelé le signe géométrique de type placard, puisque c'est ici, au Placard, qu'on en connaît le plus. Il y en a une bonne douzaine. Et alors, on en retrouve dans deux grottes du Lot, la grotte de Cougnac, la grotte de Pêche-Merle, et dans le Lot, exactement les mêmes. Et on en retrouve, il y en a deux, beaucoup plus loin, dans la grotte Cosquer à Marseille. Et ça, c'est très intéressant, avec des dates équivalentes. C'est très intéressant parce que ça montre qu'à cette époque-là, il y avait des contacts très éloignés, que des gens circulaient. Il y avait
des dessins sur les parois. Ces dessins rappelaient les mythes, évidemment, de la tribu. Il devait y avoir des cérémonies autour d'eux de temps en temps. Alors quand, évidemment, ça on n'en sait rien, on ne le saura jamais. Et d'après les comparaisons qu'on peut faire ailleurs, on peut penser que le type de religion qu'ils avaient, c'est une religion de type chamanique, c'est-à-dire où il y a des contacts fréquents avec la réalité surnaturelle, c'est-à-dire que la paroi a une valeur, par exemple, magique. Les esprits sont là, dans la paroi, on peut les toucher, on peut entrer en contact avec eux dans certaines circonstances. Voilà. Ce qui a été intéressant, c'est qu'on a donc mené conjointement avec Jean-Claude les fouilles en même temps que les relevés, ce qui fait que c'était des campagnes donc, de travaux globales qui permettaient d'avoir en même temps les constats de l'archéologie, des restes archéologiques, et puis les relevés de l'étude de l'art pariétal en même temps. Et voilà, donc au fur et à mesure des relevés, les découvertes se sont opérées. Comme ce sont comme je l'ai dit, des gravures très fines, elles s'observent très difficilement. Et le relevé, c'est vraiment l'étape qui permet de lire et de désenchevêtrer toutes ces superpositions de traits et de voir, de pouvoir faire un inventaire du bestiaire, les animaux représentés, les signes. Et donc c'est à l'occasion des relevés qu'on a pu découvrir les signes très particuliers, donc dénommés ensuite signes de type placard, qui étaient connus auparavant donc à Pechmer-la-Cougnac dans le Lot, et qui s'appelaient les signes aviformes. Avec donc cet axe central, une grande barre horizontale et deux pieds, deux appendices de chaque côté, un petit peu obliques. Et là, on voit bien la structure, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un dessin de contour avec des traits plus marqués à l'extérieur, et puis un remplissage en traits parallèles à l'intérieur, avec une réalisation, d'abord l'axe central, ensuite un raclage longitudinal, et puis les deux appendices de chaque côté. Alors, ce qui domine au niveau des animaux, ce sont les chevaux, qui sont l'espèce la plus représentée. Des chevaux très détaillés, vraiment une application importante au niveau des détails anatomiques, des proportions, des animaux plutôt statiques, mais vraiment bien représentés avec tous les détails anatomiques. Ici, on aurait la figure la plus grande de cette paroi, avec donc toujours une représentation de cheval. Et là, un travail vraiment très particulier, très soigné, qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui est donc une insistance sur le contour, qui est fait de traits multiples répétés, qui va créer presque une surface aplanie, tellement ils ont insisté sur le tracé. Et donc on a surtout ce qui se voit très bien, c'est le dos, assez rectiligne, l'arrière-train, avec une cuisse qui est quasiment modelée. Les contours sont tellement travaillés qu'on a l'impression d'avoir le rendu du modelé de la cuisse. Le ventre aussi, très raclé. Les antérieurs qui se perdent parce qu'il y a une surgravure, un surraclage d'un signe qui vient oblitérer ce cheval. Le cou qui est bien marqué aussi. Une tête qui n'est pas trop détaillée, contrairement aux autres chevaux. Et puis toujours ce cou massif, là, avec la représentation des crins de la crinière, rabattu un petit peu vers l'avant. Et là, quand on regarde vraiment de très près, on a aussi la représentation du pelage, avec des micro-traits qui viennent rendre compte de la toison de l'animal. Ce qu'on sait, c'est que ce n'était pas réalisé, comme on peut le voir parfois dans certaines grottes, pour être vu d'un très grand nombre de personnes qui seraient spectateurs de la scène. C'est plus, quand on a toutes ces superpositions, ces surgravages, on a plus l'impression que ce qui compte, c'est de poser l'animal à cet endroit-là, de le réaliser, quasiment pour la personne qui le dessine, et puis peut-être ils reviennent le lendemain, ils reviennent plusieurs jours après, ils en redessinent un autre ou dessus ou à côté, sans prendre considération de ce qui préexistait. C'est plus le fait de dessiner l'animal à cet endroit-là qui compte.